Grace Winters s'éveilla dans un silence absolu, ce silence profond et presque sacré qui suit les nuits de neige épaisse. Elle resta allongée un instant, écoutant le craquement discret des braises mourantes, les yeux fixés sur le plafond en bois de sa cabane. 3 ans avaient passé, et pourtant, chaque matin, sa main cherchait encore Robert avant qu'elle ne se rappelle son absence. Elle posa les pieds sur le sol glacé, frissonnant, puis s'habilla rapidement. Sous-vêtements de laine, pantalon de toile, chemise de flanelle et gilet de cuir, la tenue d'une femme qui vivait de ses mains. La cabane, bâtie par Robert près du lac, tenait bon face aux hivers rudes. Une seule pièce suffisait. Un lit, une table, 2 chaises et quelques objets rescapés de l'incendie. Sur la cheminée reposait une poupée noircie, tout ce qu'il restait des affaires de Lucie. Grace ranima le feu, l'odeur de résine emplit l'air. Pendant que le café chauffait, elle observa les bouquets d'herbes suspendus au mur, millefeuilles pour les blessures, écorce de saule contre la fièvre, et bien d'autres remèdes appris d'une vieille guérisseuse. Certains habitants d'Ecoridge murmuraient qu'elle était une sorcière, mais les plus désespérés frappaient malgré tout à sa porte. On l'appelait la fée des bois, mais jamais en face. Tasse en main, elle sortit sur le perron et contempla le paysage. Le lac gelé étincelait sous le soleil pâle, la forêt se dressait à l'ouest, et les montagnes veillaient, immuables. Elle sentait la tempête approcher. Les nuages lourds s'amoncelaient à l'horizon, il fallait récupérer les pièges avant qu'ils ne disparaissent sous la neige. Son fusil en bandoulière, ses raquettes attachées, elle franchit la clairière où un vieux panneau clouait les mots. Propriété Winters, défense d'entrée. En dessous, une main anonyme avait griffonné sorcière. Elle l'avait laissé ainsi un rappel et un avertissement. Les hommes de Victor Hammond étaient revenus plusieurs fois, insistant pour acheter son terrain. Elle les avait toujours renvoyés. Cette terre n'était pas à vendre. C'était ici que Lucie cueillait des fleurs, ici que Robert lui avait appris à pêcher, leur rire résonnait autrefois sur le lac. La neige recouvrait tout, sauf les traces fines du renard et du cerf. Dans la forêt, Grace se sentait à sa place. Elle n'était plus la veuve étrange d'Ecoridge, mais une part du paysage. Puis un cri déchira le silence. Un cri humain, suivi d'un hurlement de loup. Grace courut. Dans une clairière, elle aperçut un homme à terre, son cheval éventré, 4 loups encerclant la scène. Elle tira 2 fois en l'air. Les bêtes reculèrent, les yeux brillants. L'homme saignait abondamment. Elle ignora ses protestations, improvisa un garrot et pressa sa propre écharpe sur la plaie. « Ne dormez pas, dit-elle fermement. Comment vous appelez-vous » Ethan. Ethan Wolf. Un nom bien ironique, pensa-t-elle. Moi, c'est Grace Winters. Et je ne compte pas vous laisser mourir ici. Elle le hissa jusqu'à son traîneau, tandis que les loups suivaient, silencieux. Son sac s'ouvrit, laissant tomber quelques objets. Des balles, un médaillon, un badge brisé et la photo d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à Grace. À côté, un article de journal parlait d'un incendie, datant de 3 ans, l'année où elle avait tout perdu. Quand elle atteignit la cabane, la tempête hurlait déjà. Elle verrouilla la porte. Dehors, les yeux des loups luisaient dans la nuit. Pendant 3 jours, l'homme délira. Elle le soigna, recousit sa plaie, calma sa fièvre. Dans son sommeil, il murmurait un prénom, Isabella, et des mots épars. Feu, culpabilité, je n'ai pas pu la sauver. Quand il reprit conscience, il la fixa longuement. Vous auriez dû me laisser mourir. Peut-être, répondit-elle doucement. Mais je ne l'ai pas fait. Prouver quoi que ce soit relevait d'un autre défi. Les incendies avaient été déclenchés par des mains expertes, ne laissant derrière eux presque aucune preuve. Et des hommes comme Hammond savaient toujours garder leur distance avec les crimes qu'ils commanditaient. Grace se leva brusquement. « Il faut que je prenne l'air », souffla-t-elle. Dehors, le froid mordant lui brûla les poumons. Les étoiles brillaient haut dans un ciel indifférent, tandis que le lac gelé s'étendait comme un miroir d'argent sous la lumière dure de la lune. Sa famille était morte pour un morceau de terre, pour quelques arbres promis à devenir du bois de construction, pour une rive où Hammond voulait bâtir son empire. L'absurdité de tout cela lui serra le cœur d'une rage sourde et d'un chagrin qu'aucune larme ne pouvait laver. Ethan la rejoignit, le col relevé contre le vent. Sa respiration dessinait de petits nuages dans l'air glacé. « Je suis désolé, dit-il simplement. Elle hocha la tête, acceptant ces mots imparfaits, car il n'en existait pas de meilleurs. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Je continue, répondit-il.
Il me faut des preuves, des vraies, celles qui tiennent devant un juge. Il hésita, puis ajouta, les hommes d'Amonde me cherchent. Ils savent que je touche trop près. Les loups ne t'ont pas trouvé par hasard, Grèce. Un sourire amer effleura ses lèvres. Avant eux, c'étaient d'autres chasseurs, ceux qui tirent d'un fusil. J'ai réussi à les semer dans la forêt, mais ils ont abattu mon cheval. Les loups n'ont fait que profiter de la carcasse. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la neige luire sous la lune. Au loin, un hurlement monta, solitaire, traversant la plaine gelée comme un écho venu d'un autre monde. « Reste, dit Grèce soudain, se surprenant elle-même. Reste jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. On cherchera ces preuves ensemble. » Ethan la dévisagea longuement. « Ce sera dangereux. Amonde ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas cette terre. »« Il m'a déjà tout pris, » murmura-t-elle en effleurant le pendentif qu'elle portait sous sa chemise. « Je n'ai plus rien à perdre. » Mais au fond, elle savait que ce n'était plus tout à fait vrai. Depuis le jour où elle avait traîné ce Marshall blessé hors de la neige, quelque chose en elle avait recommencé à battre une chaleur qu'elle croyait morte avec sa famille. De retour à l'intérieur, la petite poupée sculptée reposait sur la table, inachevée mais reconnaissable, comme le début fragile de quelque chose qu'aucun des deux n'avait cherché à trouver dans l'hiver du Montana. Dehors, les loups poursuivaient leur ronde invisible, silhouette mouvante entre les arbres. Patiente, prête à bondir aux premiers signes de faiblesse. Cette année-là, le dégel arriva plus tôt. Février céda à mars sous un souffle de douceur inattendue. La neige se retira des prairies, bien qu'elle persistât à l'ombre des pins. Le lac craqua à ses bords, laissant remonter des reflets sombres comme des présages. Ethan reprenait des forces de jour en jour. Il boiterait sans doute toujours un peu, pensait Grèce, mais sa démarche retrouvait assurance. Ils chassaient ensemble, réparaient la toiture, travaillaient côte à côte dans un silence complice où chaque geste valait plus qu'une phrase. Parfois, elle surprenait son regard sur elle et sentait un trouble qu'elle refusait de nommer. Elle remarquait désormais la façon dont la lumière accrochait ses cheveux sombres, la concentration tranquille de ses yeux, la douceur inattendue de ses mains marquées par la vie. Le soir venu, ils étalaient sur la table les notes accumulées d'Ethan, 2 années d'enquête sur Amonde, ses faux accidents, ses rachats forcés, ses incendies déguisés. Le problème, c'est de le relier directement au feu, expliquait-il. Il passe toujours par des hommes de main. Ce type-là, Reed, c'est le pire. Grèce lut le nom griffonné dans les marges, Francis Reed. Ancien soldat, mercenaire depuis. Il met le feu comme d'autres signes des contrats. Il change d'apparence souvent, difficile à suivre. Elle fixa le croquis approximatif d'un visage banal, sinon pour ses yeux très clairs, presque décolorés. « Tu crois que c'est lui qui a fait ça ?»« Tout correspond, » répondit Ethan. Mais sans preuve. Un coup sec à la porte les interrompit. En un instant, Ethan s'écarta, la main sur son revolver. Le docteur Montgomery apparut sur le seuil, le visage fermé. « Grèce, puis-je entrer ? J'apporte des nouvelles de la ville. » Il salua brièvement Ethan, qu'il reconnut aussitôt. Marshall Wolfe. Le silence pesa. « Amonde a mis un prix sur ta tête, pas pour t'arrêter, mais pour qu'on te mène à celui que tu poursuis. » Reed, souffla Grèce. Le docteur acquiesça. Amonde met la pression sur tous les propriétaires du lac. 3 familles ont déjà vendu. Il dit que ton terrain est la dernière pièce de son puzzle. Et si je refuse ? Il prétend que tu abrites un fugitif. Il veut t'accuser de complicité pour te faire expulser. Grèce rit sans joie. Le village m'a traité de sorcière le jour où j'ai refusé de partir après la mort des miens. Qu'il parle encore. Ce n'est pas seulement des rumeurs, insista Montgomery. Il a ses entrées dans l'administration. Avant qu'il n'en dise plus, 2 silhouettes à cheval apparurent sur le chemin. Amonde, souffla Ethan. Et l'autre, sur le pinto, je le reconnaîtrai entre 1000. Reed. Le docteur blêmit. Pas de fuite possible, murmura-t-il. Alors on les attend, répondit Grèce en chargeant calmement son fusil. Les 2 hommes s'approchèrent. Amonde, malgré ses 50 ans passés, imposait encore. Son compagnon, lui, gardait le visage baissé sous son chapeau. « Madame Winters, » lança Amonde d'une voix faussement cordiale, « quel plaisir de vous revoir. Je vois que vous avez de la compagnie. »
Vous êtes sur ma propriété, répondit-elle sèchement. J'apporte une offre. 20 000 $ pour votre terre. 5 de plus qu'avant. Non. Le sourire d'Hammond s'amincit. Vous ne pourrez pas arrêter le progrès. Cette rive accueillera bientôt mon usine et des centaines d'ouvriers. Votre silence sera balayé. Vous me menacez? Je vous avertis. Reed prit enfin la parole, sa voix calme, presque caressante. Beau terrain. Ce serait dommage qu'il parte en fumée. Son regard croisa celui de Grace, deux prunelles glacées, vides, inhumaines. Elle sut aussitôt. C'était lui. Le monstre derrière les flammes. Montgomery tenta d'intervenir. Monsieur Hammond, cela suffit. Hammond le coupa d'un geste. Vous avez une semaine, Madame Winters. Après, mon offre disparaît. Il tourna bride. Reed se retourna une dernière fois, un sourire mince aux lèvres. Quand ils furent partis, Grace murmura « C'est lui. L'homme qui a brûlé ma maison avec ma famille dedans. » Le docteur pâlit. « Tu ne peux pas en être sûr. »« Si. » Ethan le fixa durement. « Qu'est-ce que tu ne nous as pas dit, Montgomery ?» Le vieil homme retira ses lunettes. « Cette nuit-là, j'ai vu un cavalier s'enfuir sur un pinto. J'ai trouvé un sac le lendemain, des mèches, de la poudre. J'ai eu peur. Hammond contrôle tout. » Ethan serra les dents. Et pendant ce temps, elle enterrait des cercueils vides. Le docteur sortit enfin la petite pochette. « Je l'ai gardée. Peut-être qu'aujourd'hui, elle servira. » Ethan la prit. « Travail d'un professionnel, confirma-t-il. Allumage retardé, typique d'un incendie déguisé. Tu témoigneras ?» Montgomery hocha la tête. « Oui. Il est temps. » Grace leva les yeux vers le lac où la glace se fendait lentement. « Ma famille n'est pas morte par hasard, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Ils ont été assassinés. Et le meurtrier était là, tout à l'heure. » Ethan serra les poings. « Alors on va le faire tomber. On a un début de dossier. Mais il faudra plus. »« Ils reviendront, » répondit Grace. « Hammond ne supporte pas le refus. Et Reed, il aime trop brûler pour s'arrêter là. » Ethan acquiesça. « Alors, on sera prêt. » Dans le territoire du Montana, l'air du matin semblait lourd de pressentiments. Grace ne pouvait s'empêcher d'éprouver une sombre satisfaction à l'idée que, si Hammond voulait réellement sa terre, il devrait venir lui-même la réclamer au lieu d'envoyer ses hommes pour intimider une femme seule. Le regard d'Ethan croisa le sien. Il lui avait fait comprendre que la veuve Winters n'était plus sans défense. Ces mots résonnaient en elle comme un manteau protecteur auquel elle n'était plus habituée après tant d'années à survivre seule. Elle accepta silencieusement cette réalité nouvelle et déclara avec certitude que Hammond viendrait, car son orgueil l'empêcherait de reculer. Ethan approuva, vérifiant que la porte du chalet était bien verrouillée. Il voulait que Hammond se montre au grand jour, non qu'il agisse par intermédiaire. La nuit passa sans incident. À l'aube, les premières lueurs dorées se reflétèrent sur le lac. Ils s'étaient relayés pour veiller, l'un dormant tandis que l'autre montait la garde. Lorsque le jour se leva, Grace, encore engourdie, ralluma le feu avant de préparer du café, indispensable à la clarté d'esprit dont ils allaient avoir besoin. Ethan proposa d'aller inspecter les alentours, mais Grace l'arrêta d'un geste. Un cavalier approchait lentement du chemin boueux. Même de loin, elle reconnut le cheval bai du docteur Montgomery. Son arrivée sitôt laissa présager de mauvaises nouvelles. L'homme, épuisé, boueux et défait, leur annonça sans détour que Jenkins, l'un des hommes de Hammond, avait été retrouvé à moitié mort et avait immédiatement informé son patron. Hammond avait alors convoqué ses hommes de confiance pour préparer une action imminente. Montgomery précisa avoir caché le matériel d'incendie retrouvé après l'attaque, preuve de la culpabilité de Reed et d'Hammond, et ajouté qu'il avait envoyé un télégramme au maréchal du territoire. Des renforts viendraient, mais pas avant 3 jours. Trop tard s'il devait agir maintenant. Grace remercia le docteur pour son courage, même s'il confessait amèrement son silence passé. Ethan lui rappela que ce qui comptait, c'était qu'il parlait enfin. À l'intérieur, autour d'un modeste repas, ils élaborèrent une stratégie. Montgomery devait retourner en ville pour contacter leurs rares alliés, tandis qu'Ethan fortifierait la cabane et que Grace servirait d'appât. Après le départ du médecin, Ethan exprima son inquiétude à l'idée de la laisser seule, mais Grace, arme au poing, lui rappela que Reed viendrait sûrement avant Hammond.
Ensemble, ils préparèrent la défense. Fenêtres clouées, position de tir, issue de secours, cachette dans la propriété, une grotte près du lac, une cave prolongée sous la maison et même un vieux tronc creux. Le travail achevé, ils partagèrent un dernier repas en silence, conscients que la fin approchait. Quand Grace voulut lui dire combien ces dernières semaines avaient compté pour elle, Ethan lui prit la main et lui répondit que rien ne tournerait mal, même s'il savait ce qu'elle voulait exprimer. Depuis la tempête de neige qui les avait réunis, sa vie avait retrouvé un sens. Le moment fut interrompu par le martèlement de plusieurs chevaux. 5 cavaliers approchaient. Amonde, Reed et 3 inconnus. Pas le temps de fuir. Ils se préparèrent comme convenu, Grace visible derrière la fenêtre, Ethan caché dans l'ombre, prêt à tirer. Amonde appela la veuve depuis la clairière, exigeant la vente de la propriété. Grace sortit, son fusil en main, refusant calmement. Amonde parla d'un de ses employés agressés, mais elle le coupa, évoquant l'incendie qui avait tué sa famille et accusant directement Reed d'en être l'auteur. Le visage d'Amonde se crispa. Quand elle mentionna que Montgomery possédait des preuves, il détourna brièvement le regard vers Reed, aveu suffisant. Il tenta alors de la menacer de poursuite, puis sortit un contrat d'achat, promettant une somme élevée et insinuant qu'un nouveau « malheur » pourrait survenir si elle refusait. Grace, glaciale, lui répondit que le passé n'était pas mort. Elle rentra dans la cabane et se plaça derrière la table renversée, fusil prêt. Comme prévu, Reed tenta d'entrer par le côté, revolver et sac d'allumettes à la main. Il la trouva seule et lui parla avec ce calme cruel des hommes qui aiment tuer. Lorsqu'il visa, Ethan surgit de l'ombre, arme pointée sur lui, ordonnant qu'il se rende. La tension était insoutenable, 3 vies suspendues. Reed tenta de gagner du temps, menaçant de tirer sur Grace, mais Ethan le déstabilisa en évoquant les preuves de Montgomery. Reed hésita, puis un des hommes d'Amonde fit irruption par la porte, arme levée. Dans la confusion, Reed tira. La balle effleura Grace et Ethan riposta, blessant Reed à l'épaule. Le chaos s'ensuivit, coups de feu, éclats de bois, cris dehors. Comprenant qu'ils étaient dépassés, Ethan ordonna à Grace de fuir par la trappe du cellier. Elle refusa d'abord, puis céda. Ensemble, ils descendirent dans l'obscurité. Là, dans un étroit tunnel qu'elle connaissait bien, ils rampèrent jusqu'à une sortie cachée sous un appentis. Ethan, blessé, refusa de s'arrêter. Ils décidèrent que Grace irait chercher son cheval pendant qu'il la couvrirait. Silencieusement, elle sortit, mais fut repérée. Les balles sifflèrent derrière elle tandis qu'elle courait vers l'enclos. Elle parvint à enfourcher son poney et à rejoindre Ethan, qui tira sur leur poursuivant avant de grimper derrière elle. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Les arbres refermèrent leur ombre sur eux, étouffant les cris de rage d'Amonde. Ils galopèrent longtemps, puis, à bout de force, s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Là, Grace nettoya la blessure d'Ethan et la banda de sa main tremblante. Dans le silence du soir, leurs regards se croisèrent. Ils avaient survécu, et plus encore, compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Amonde avait commandité le meurtre de sa famille, Reed l'avait exécuté, et désormais justice serait faite. Lorsque la nuit tomba, ils trouvèrent refuge dans une vieille cabane de trappeurs nichée dans les bois. Autour du feu, tandis que le vent d'hiver sifflait dehors, ils établirent leur prochain plan. Contourner les routes surveillées, rejoindre la ferme des Wilson, rallier des soutiens et avertir le maréchal. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois, Grace sentit renaître l'espoir. Grace vérifia le poney pendant qu'Ethan fouillait la cabane à la recherche de tout ce qui pouvait servir. Munitions supplémentaires, une couverture de laine usée mais utilisable, une petite hachette pouvant servir d'outil et d'arme. Ils ne laissèrent aucune trace de leur passage. Ils dispersèrent les cendres du feu et remirent la planche du plancher sur l'argent caché de Grace. La journée s'éclaircit, le soleil transformant d'innombrables cristaux de neige en diamants sur le paysage. Ils montèrent à cheval en double à nouveau, Ethan derrière Grace, suivant un sentier de gibier qui serpentait à travers la forêt dense avant de rejoindre la route principale à plusieurs miles d'Ecoridge. Grace sentit vivement le bras d'Ethan autour de sa taille pour l'équilibre et la chaleur de son souffle contre sa nuque quand il prenait un virage. Après des années de solitude, ce simple contact humain était à la fois étranger et essentiel, comme une langue oubliée qu'elle réapprenait. « Parle-moi des Wilson », dit Ethan en descendant une section abrupte du sentier. « Jacob Wilson a combattu pour l'Union », répondit Grace. Il était venu à l'ouest avec sa femme Martha après la guerre et tient l'épicerie générale d'Ecoridge, la seule qui n'appartienne pas à Amonde ni qui ne lui soit redevable. Ils étaient amis de Robert,
Après l'incendie, quand la plupart du village se détourna, Martha continuait de venir, d'apporter de la nourriture, sans poser de questions ni donner de conseils non sollicités. Ethan acquiesça, conscient de la valeur d'un tel soutien discret. Grace confirma que Jacob n'aimait pas Hammond. L'entreprise forestière avait essayé de le forcer à vendre son magasin l'année précédente pour y installer un bureau, et il avait refusé. Hammond n'oublie pas pareille défiance. Les Wilson savaient de quoi il était capable. Un silence complice s'installa, rompu seulement par les sabots du poney et l'appel occasionnel d'un oiseau d'hiver. La forêt s'éclaircit en clairière où des colons avaient taillé des fermes, et à l'une d'elles, là où le sentier de gibier rencontrait une route de débardage, ils virent le premier signe de trouble. 2 cavaliers trottaient vers eux, fusils sur le dos, probablement des hommes de Hammond cherchant les fugitifs. Grace guida le poney hors du sentier dans un bosquet d'épicéas offrant couverture sans être infranchissable. Ethan descendit malgré sa jambe blessée et prit position pour observer la route. Les cavaliers s'arrêtèrent au croisement, l'un descendit pour étudier le sol et montra leurs traces. « Ils ont trouvé nos traces », chuchota Grace. La neige fraîche avait recouvert l'ancien sentier mais rendait toute nouvelle piste évidente. Les hommes suivirent les empreintes et Ethan, la main vers son revolver, demanda les options. Grace évalua rapidement. Un ruisseau à 1/4 de mile à l'est pouvait être atteint sans être vu et suivi en aval car l'eau n'enregistre pas les traces. Ils avancèrent le plus silencieusement possible, Grace guidant le poney tandis qu'Ethan montait la garde arrière. Chaque brindille cassée ou touffe de neige dérangée risquait de les trahir, et le cœur de Grace battait à la pensée de ce que leur capture signifierait. Hammond voulait les réduire au silence, et Reed rendrait leur mort la plus douloureuse possible. Le ruisseau apparut comme un ruban sombre dans le paysage blanc. Grace trouva des pierres pour enjamber et fit traverser le poney pendant qu'Ethan, pâle et souffrant, la suivait. Ils longèrent l'eau pour éviter toute trace. Ethan faillit tomber, et Grace insista pour qu'il se repose, mais il refusa, craignant que les hommes de Hammond ne soient trop proches. Ils trouvèrent un surplomb formé par des racines exposées, prirent abri et Grace nettoya et refit les pansements avec des bandes de la couverture du chasseur, remarquant que l'éraflure de balles sur ses côtes montrait des signes précoces d'infection. Ethan admit avoir vécu pire durant la guerre et prétendit survivre, mais Grace savait que sans herbe, eau propre et repos, de petites blessures pouvaient être fatales sur la frontière. Elle décida que la ferme des Wilson, plus proche que le village, était leur meilleure chance. Martha connaissait des remèdes et assistait aux naissances quand le médecin ne pouvait venir. Ils suivirent le ruisseau, se guidant au soleil et à la silhouette d'Eagle Peak, et aperçurent bientôt la fumée de la maison des Wilson. En contournant par le verger pour passer inaperçus, ils restèrent à la lisière des arbres, mais en approchant Grace sentit une présence. Armée de son revolver, elle appela. Jacob Wilson apparut avec son fusil mais l'abaissa en les reconnaissant, soulagé qu'il soit vivant. Montgomery, le docteur, les avait avertis et avait laissé des fournitures dans leur cave à racines. Martha, les mains emplâtrées de farine, prit Ethan en charge et constata l'infection. Il aurait besoin de jours de convalescence, un luxe qu'il pouvait ne pas avoir car Hammond proposait $500 pour toute information le menant à Grace, vivante ou morte. Jacob et Montgomery avaient déjà rallié quelques villageois prêts à s'opposer à Hammond, peut-être une douzaine d'alliés, pas beaucoup mais pas rien. Reed avait été vu en ville, blessé mais actif, les hommes blessés sont les plus dangereux. Hammond tenterait de les discréditer en les peignant en criminels et en affirmant que le Marshal Wolfe était un imposteur, mais Grace et ses alliés avaient le témoignage de Montgomery et le matériel d'allumage incendiaire. Garder Grace en vie jusqu'à ce qu'il puisse présenter ses preuves serait le défi. Une visite à la porte amena Montgomery et le jeune adjoint Collins, qui avait perdu un frère à cause des conditions dangereuses au camp de Hammond et attendait l'occasion d'agir. Collins interrogea Grace, qui raconta que Hammond et Reed étaient venus la contraindre à vendre et que Reed avait tenté de la tuer. Collins, amer mais professionnel, vit enfin une chance de prouver la véritable nature de Hammond. Ils planifièrent vite. Hammond rassemblait près de 20 hommes, bûcherons, mercenaires et Reed poussait pour incendier ceux qui résistaient, en commençant par les Wilson pour avoir abrité Grace. Jacob proposa une résistance à la ferme, mais Grace insista pour attirer Hammond et Reed hors de chez eux, les affronter sur un terrain choisi, même si cela signifiait se faire passer pour appât. Montgomery nettoya les blessures d'Ethan, mais déclara qu'il ne pouvait être déplacé. Ethan, faible, voulut malgré tout que Grace continue et l'implora de ne pas confondre justice et vengeance. Elle promit qu'elle voulait la justice pour sa famille et pour la ville, pas la vengeance aveugle, et Ethan, souriant faiblement, demanda s'il pouvait rester près d'elle quand ce serait fini. Elle accepta. Au crépuscule, Jacob arma 10 villageois et Collins organisa les postes. Grace vérifia méthodiquement son revolver, rassembla des munitions et porta l'alliance de Robert en pendentif comme rappel de sa cause. Martha lui donna un paquet de nourriture et un petit ballot d'herbe. Dans la nuit noire, ils se placèrent autour de la cabane.
Grace resta seule sur la véranda, lanterne allumée, visible comme appât. Des sabots résonnèrent sur la piste principale, la force de Hammond arrivait et bientôt Hammond, en tête, passa devant avec Reed à ses côtés. Hammond ordonna d'entourer la maison et de la capturer vivante pour la forcer à signer des documents, tandis que Reed suggérait de brûler la cabane si elle résistait. Leurs intentions, entendues par Collins et les hommes cachés, scellèrent leur sort. Quand Grace se montra sur le seuil et défia Hammond, elle l'accusa des meurtres et des dispositifs incendiaires. Elle nomma Montgomery comme témoin ayant vu Reed quitter sa propriété la nuit de l'incendie et avoir trouvé les dispositifs. La colère de Hammond éclata, et il donna l'ordre brutal de tuer et de brûler, une confession directe pour les témoins cachés. Reed tira alors à travers la porte, éclatant l'encadrement. Le chaos s'ensuivit quand Collins et les villageois ouvrirent le feu depuis leur position. Grace vit Hammond tenter de fuir, tirant, atteignit sa monture, le faisant chuter. La fusillade laissa des hommes de Hammond à terre et d'autres se rendre, tandis que Reed disparut dans l'obscurité. Grace s'avança vers Hammond à terre, lui donna un coup de pied pour éloigner son revolver et resta, arme braquée, pendant que Collins l'arrêtait pour complot en vue de meurtre et incendie, et pour la première fois depuis des années, la lutte commençait dans la cendre et la perte semblait enfin tourner vers un compte à rendre. Les accusations seraient lues au poste de police, annonça Collins en passant les menottes à Hammond, qui protesta vainement tandis que le chaos régnait dans la clairière. Les derniers hommes armés étaient désarmés et retenus, mais Grace remarqua aussitôt l'absence de Reed. Le visage du marshal se durcit, il s'était échappé. Il connaît ces bois mieux que personne, dit-il sombrement. Un frisson parcourut Grace, un froid sans rapport avec la nuit glaciale. Reed s'était fondu dans l'obscurité, emportant avec lui une vengeance inachevée, un danger aussi personnel que mortel. Il va se diriger vers le lac, déclara-t-elle avec certitude. La glace est assez épaisse pour traverser, mais s'il atteint les anciens sentiers miniers, nous ne le reverrons jamais. Collins acquiesça. Allez, nous gardons Hammond. Et soyez prudente. Reed ne tue pas pour l'argent, mais parce qu'il aime ça. Grace n'avait pas besoin de rappel. Elle avait vu dans ses yeux ce vide glacial, ce plaisir clinique face à la souffrance. Elle rangea son revolver, prit son fusil et s'enfonça dans la forêt, guidée par l'instinct autant que par son savoir. La lune, mince croissant argenté, diffusait juste assez de clarté pour avancer. Chaque bruit, chaque ombre lui semblait suspecte. Sur la neige fraîche, des empreintes de bottes, des branches brisées, et parfois une trace de sang provenant de la blessure ouverte de Reed. Il ne cherchait pas à cacher sa fuite, trop sûr de lui ou trop faible pour y penser. La piste menait droit vers le lac, comme elle l'avait prédit. La surface gelée brillait comme du métal poli, immense étendue sous la lueur lunaire. Près de la berge, elle trouva un bandage ensanglanté et des empreintes menant sur la glace. Elle hésita. La glace, traîtresse surtout au bord, pouvait céder à tout instant. Mais le choix fut fait lorsqu'une balle brisa la glace à ses pieds. Toujours aussi tenace, la veuve Winters lança une voix moqueuse dans le vent. Elle s'accroupit, scrutant l'étendue blanche, et distingua une ombre à une centaine de mètres, se servant d'une crête de glace comme abri. « C'est fini, Reed. Hammond est arrêté. Les marshals arrivent. Tu n'as plus d'issue. » Un rire lugubre lui répondit, « Il y a toujours une issue, Madame Winters. Et toujours quelqu'un prêt à payer pour mes talents. » Une nouvelle balle siffla, plus proche. « Je regretterai seulement de ne pas avoir terminé notre affaire. Je laisse rarement un travail inachevé. » Avançant prudemment, Grace suivit les traces, chaque pas faisant gémir la glace. Reed était blessé, affaibli, mais dangereux, peut-être plus encore maintenant qu'il n'avait plus rien à perdre. « Pourquoi ma famille ?» lança-t-elle, pour le garder parlant autant que pour comprendre. « Pourquoi Robert et Lucy ? Ils n'ont jamais fait de mal. » Reed répondit sans émotion, rien de personnel. Hammond voulait la terre, sans survivant. J'obéis. Puis, avec un orgueil morbide, j'aime le travail bien fait. Grace sentit la nausée monter. Cet homme parlait du meurtre d'un enfant comme d'une tâche ordinaire. Et Isabella Wolfe, demanda-t-elle encore, un an plus tôt, elle survivait seulement, maintenant, elle vivait. Ils s'étaient mariés 2 semaines auparavant, dans la petite église d'Ecoridge. Aucun regret, dit-elle doucement. Ce lieu, c'est notre histoire. Robert et Lucy vivront toujours en moi, mais j'ai trouvé la force d'ouvrir mon cœur à d'autres bonheurs. Ethan acquiesça. Leurs souvenirs perduraient, non comme des blessures, mais comme des racines.
Ce jour-là, les Wilson arrivèrent avec un jeune garçon orphelin, Michael, qu'ils ne pouvaient plus élever seul. Grace et Ethan lui avaient offert un foyer. L'enfant, timide, observait la maison. Grace s'agenouilla. « Bienvenue chez toi, Michael. » Il répondit d'un petit signe de tête. « Je n'ai jamais vécu près d'un lac. » Ethan sourit. « Tu verras, c'est un bel endroit. On y pêche, on nage, et tu apprendras peut-être à sculpter le bois. » L'enfant eut une lueur d'intérêt. « Mon père m'apprenait à tailler avant sa maladie. »« Alors tu pourras m'enseigner à ton tour, » répondit Ethan. Quand la nuit tomba, après avoir installé Michael dans sa chambre, Grace s'éloigna jusqu'au bord du lac. Elle sortit l'alliance de Robert, la tint un moment dans sa main, puis la déposa au pied d'un jeune pin. Non pour oublier, mais pour laisser la vie continuer. Le vent apportait le cri lointain d'un loup, un rappel que la nature restait sauvage, imprévisible, mais qu'elle n'était plus seule pour y faire face. Derrière elle, la cabane brillait d'une lumière chaude. À l'intérieur, un homme, un enfant, et un avenir construit non sur la perte, mais sur la renaissance. L'hiver, enfin, avait cédé la place au printemps.